Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance? La déviance se définit comme la transgression des normes sociales, c'est-à-dire des règles de conduite en société. Pour faire respecter ces règles, la société instaure un contrôle social. Mais dans les sociétés contemporaines, une part importante de ces normes sont des normes juridiques inscrites dans la loi. On en trouve des traces depuis l'Antiquité, lors de la création du premier code civil. D'où viennent les normes? Selon Elias, dans la civilisation des mœurs parue en 1939, les normes sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles varient selon le temps, les sociétés, les groupes. Manger avec les doigts est par exemple toléré dans certaines sociétés. D'après Sumner, dans les sociétés primitives, les normes sociales ce sont les mœurs, c'est-à-dire les impératifs moraux, comme par exemple ne pas frapper quelqu'un, et les usages, c'est-à-dire les habitudes, comme prendre un petit déjeuner sucré le matin. Comment peut-on différencier les normes juridiques et les normes sociales? Pour Durkheim, les normes juridiques sont des formes institutionnalisées des normes sociales, car elles découlent de l'évolution des mœurs dans la société. Par exemple, l'instauration du mariage pour tous en 2013 montre que la société accepte davantage la création de couples homosexuels. Par ailleurs, selon lui, la déviance est un élément du changement social. C'est le déviant qui prépare les normes de demain. Par exemple, porter des jeans troués quand on est ado, c'est aujourd'hui perçu comme normal. Mais selon Kelsen, les normes juridiques sont indépendantes des normes sociales, car leur objet est de répondre aux problèmes de la société et non aux évolutions des mœurs. Par exemple, le développement des marchés financiers a pour conséquence l'apparition de lois interdisant certaines pratiques frauduleuses. De même pour Weber, par son analyse historique des normes, constate un processus de rationalisation du droit ayant pour but de répondre aux besoins de l'économie capitaliste, par exemple par le développement du droit des contrats. Il distingue par ailleurs le contrôle social interne, réalisé par l'individu lui-même et intériorisé lors de sa socialisation, et le contrôle social externe, réalisé par la société sur l'individu, il peut être formel ou non formel. La délinquance, transgression des normes juridiques, est-elle une forme particulière de déviance? Cela revient à se poser la question plus haut. Comment distinguer les normes sociales et les normes juridiques? Aussi, si Ogien, dans son inventaire de la déviance, ne les sépare pas, les statistiques policières et judiciaires si. Pour mesurer la déviance, les sociologues préfèrent mesurer la délinquance, car il est difficile de mesurer la déviance aux formes trop variées. En effet, dans une société, les groupes peuvent avoir des normes sociales différentes. Elles sont difficiles à définir car non inscrites dans la loi, et leur transgression ne fait l'objet d'aucun rapport écrit. Mesurer uniquement la délinquance permet donc de contrôler ces problèmes, bien que cette méthode soit critiquable. On utilise pour cela les statistiques du ministère de l'Intérieur et judiciaire, qui recense les délits, les crimes, les infractions. Et le premier constat qu'on fait, c'est que la majorité des délinquants sont des hommes. La limite de cette mesure est qu'elle dépend de la délinquance constatée, élucidée, et du degré de clémence de la justice. On parle alors du chiffre noir de la déviance, qui est la différence entre la délinquance réelle, que l'on souhaite connaître, et la délinquance légale. Pour réduire ce chiffre noir, deux solutions. Solution 1, les enquêtes de victimisation. Ici, la différence entre délinquance constatée et réelle est alors calculée par le taux de plainte. Celui-ci varie en fonction des délits et des infractions. Par exemple, le nombre de plaintes qui font suite à des violences conjugales est très faible. Le chiffre noir ici est donc très élevé. C'est l'INSEE, dans son enquête Cadre de vie et sécurité, qui mesure les taux de plainte depuis 2007. La solution 2, c'est les enquêtes de délinquance auto-déclarée. Pour cela,
on donne des questionnaires aux délinquants et on leur demande quels délits, infractions ils ont pu commettre. Par cette méthode, Sébastien Rocher montre que 5% des délinquants réalisent les 2/3 des trafics et davantage de mineurs car ils sont peu sanctionnables. La théorie du passage à l'acte est la théorie de la réaction sociale. Le sociologue américain Edwin Lemert a montré qu'il existe 2 grands types d'analyse de la déviance. Soit les sociologues cherchent à comprendre pourquoi un individu transgresse la norme, ce sont les théories du passage à l'acte, soit les sociologues s'intéressent aux effets de la désignation d'un individu comme déviant, et ce qu'il le soit ou non. Ce sont les théories de la réaction sociale. La théorie du passage à l'acte. Ici, le déviant peut passer à l'acte pour plusieurs raisons. Ce peut être tout d'abord la conséquence d'une désorganisation sociale. La désorganisation sociale est la baisse de l'influence des règles de conduite sur l'homme. Au passage ici, on analyse les effets de l'organisation spatiale de la ville sur le comportement des individus. C'est une approche dite écologique. La désorganisation sociale est causée, selon Mackay, de l'école de Chicago, par les aires urbaines déshéritées, où se concentre la pauvreté, et donc le vol, la mobilité, donc peu d'attachement au territoire, et une hétérogénéité des individus, qui n'ont donc pas d'identité de territoire. Ainsi, selon Thrasher, le gang est une réponse à cela, un moyen de retrouver une identité de territoire et de sortir de la pauvreté, les gangs défendant leur territoire comme des animaux pour reprendre l'expression de Thrasher. Ainsi, White puis Venkatesh ont procédé à des observations participantes des gangs, c'est-à-dire qu'ils ont participé à la vie du gang, et ils ont constaté le développement de sous-cultures, c'est-à-dire des groupes aux normes et valeurs spécifiques différentes de la société, avec des hiérarchies et une vraie volonté d'intégration dans la société au sein de ces gangs. La seconde raison qui pousse les individus au passage à l'acte est le décalage entre les normes et les valeurs de la société. Selon Merton, si la société ne donne pas les moyens, c'est-à-dire les normes, de réaliser les buts culturels, c'est-à-dire les valeurs, aux hommes, alors les hommes innovent. On parle alors d'anomie. L'expression anomie est différente du sens de Durkheim, qui pour Durkheim, l'anomie résulte d'une insuffisance de régulation sociale. Alors que ici, pour le cas de Merton, l'anomie est le décalage entre les normes et les valeurs. Par exemple, la valeur de l'argent, de la richesse dans nos sociétés capitalistes, alors que de l'autre côté, certains individus peuvent être pauvres, ne pouvant pas accéder à cette richesse. Ils vont alors innover, par exemple en volant. Aussi, Cohen montre que les conflits de socialisation, par exemple les différences de normes et de valeurs entre l'école et les classes populaires, conduisent certains à se réfugier dans des sous-cultures délinquantes contre les normes et les valeurs de la société. Nous avons vu la théorie du passage à l'acte, voyons maintenant la théorie de la réaction sociale. Les principaux théoriciens de la réaction sociale sont Goffman et Baker de l'école de Chicago, et ils ont une approche dite interactionniste. Ici, la déviance n'est pas analysée comme la transgression de normes, mais comme un processus de désignation sociale. Baker, dans Outsiders 1963, montre qu'on peut être déviant sans être perçu comme tel et inversement. Donc, la déviance dépend donc moins des actes que de la réaction des autres. C'est un processus d'étiquetage où les entrepreneurs de morale, par exemple les influenceurs Instagram, jouent un rôle essentiel. Pour reprendre Baker, les normes sont les produits de l'initiative de certains cherchant à imposer leurs normes aux autres groupes. Par exemple, la prohibition de l'alcool en public aux États-Unis en 1919, soutenue par le patronat pour que les ouvriers soient plus productifs à l'usine. Par ailleurs, selon Sicourel, le personnel judiciaire y contribue aussi. Ce
sont aussi des entrepreneurs de morale. Parce que, de par la jurisprudence par exemple, ils définissent ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Ensuite, Goffman, dans Stigmate 1963, montre qu'un individu peut posséder une caractéristique, corporelle, nationale, religieuse, sexuelle, telle qu'elle peut s'imposer à l'attention des autres qui se détournent alors de cet individu malgré la présence d'autres attributs. C'est ce qu'il appelle un stigmate, un mot d'origine grecque. Selon que les stigmatisés soient discrédités, c'est-à-dire que le stigmate est connu et visible, ou bien discréditables, c'est-à-dire qu'ils peuvent le dissimuler, alors les individus stigmatisés auront différentes stratégies pour le cacher ou pour réhabiliter leur vraie identité. Par exemple, dans Asile 1961, Goffman réalise une enquête dans un hôpital psychiatrique et montre qu'un stigmate est apposé au patient. Ce stigmate s'accompagne alors d'une identité virtuelle et c'est à travers celle-ci que le personnel interagit avec lui. C'est seulement par des stratégies d'adaptation secondaires, comme se cacher à la bibliothèque ou discuter avec d'autres patients, qu'il pourra retrouver sa véritable identité. Les carrières déviantes. Entre la désignation d'un individu comme déviant et sa marginalisation se déroule un certain nombre d'étapes. C'est ce que Everett Hughes appelle la carrière déviante. Mais comment se déroule-t-elle ? Baker l'explique à travers deux exemples. Tout d'abord, il retrace la carrière du fumeur de marijuana, caractérisée par 3 étapes d'apprentissage. Première étape, apprendre à fumer. Deuxième étape, apprendre à reconnaître les effets et les relier à l'usage de la drogue. Et enfin, apprendre à prendre plaisir même quand l'effet est désagréable. Chaque apprentissage se fait par observation et interaction avec les autres fumeurs. Ensuite, Baker prend l'exemple de la carrière des musiciens de jazz. Il montre que soit ils sont désignés déviants par leur père, car ils font de la musique commerciale, soit par le public, car ils n'en font pas. Sa famille peut également le désigner déviant, car c'est un emploi instable, souvent peu rémunéré. Il devra donc choisir entre arrêter, continuer de faire de la musique commerciale ou non, et donc il sera, in fine, marginalisé par un de ces 3 groupes. Muriel Darmon, en 2003, retrace quant à elle la carrière déviante de l'anorexique. La première étape, c'est commencer. Lorsque la pression de ses amis qui l'incitent à maigrir est trop forte, il ou elle démarre un régime. Deuxième étape, continuer. L'anorexique apprend à avoir du plaisir à avoir l'estomac vide, comme avec Baker et la cigarette. Troisième étape, continuer encore. Et ce, malgré les alertes des proches qui l'étiquettent alors comme anorexique. Il ou elle cherchera à fuir cette identité par des stratégies de discrétion, par exemple par l'achat de tickets de cantine. Enfin, quatrième étape, la prise en charge par l'institution. Ici, il ou elle devra alors déconstruire les normes et les valeurs acquises durant la carrière déviante. En résumé, la déviance se définit comme la transgression des normes sociales, c'est-à-dire des règles de conduite en société. Pour faire respecter ces règles, la société instaure un contrôle social. Mais ce contrôle social peut également être interne à l'individu qui intègre ces règles lors de la socialisation. Mais dans les sociétés contemporaines, une part importante des normes sont des normes juridiques inscrites dans la loi. La distinction entre les deux fait l'objet de débats. Pour mesurer la déviance, les sociologues se basent sur les chiffres de la délinquance, dont une partie n'est pas comptabilisée, c'est le chiffre noir de la délinquance. Ensuite, nous avons vu qu'il existe 2 grands types d'analyse de la déviance. Soit les sociologues cherchent à comprendre pourquoi un individu a transgressé la norme, ce sont les théories du passage à l'acte, soit les sociologues s'intéressent aux effets de la désignation d'un individu comme déviant, qu'il le soit ou non.
ainsi qu'à sa carrière déviante qui conduit l'individu à être marginalisé. Ce sont les théories de la réaction sociale de Goffman et Becker.